Et bonjour à tous, voilà, écoutez, on se retrouve, une dernière vidéo dans le port de Saint-Denis-d'Oléron et voici Saori qui flotte, enfin. Écoutez, c'est un réel plaisir pour moi de partager ces images. Ça fait un petit moment que je travaillais dessus et aujourd'hui c'est fait, voilà. Donc évidemment, il reste toujours des choses à faire sur un bateau, il me reste innombrables choses à continuer, de l'entretien en particulier. Et en tout cas pour tout ce qui est carénage, voici une bonne page de tournée. Voilà, donc je suis bien content d'avoir fait ça. Et puis je voulais un petit peu débriefer avec vous et puis voir un petit peu ce qu'il en était, ce qui a été coûteux, difficile, ce qui a été simple, etc. 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 Donc voilà, hein, comme vous le savez, un carénage assez particulier puisque cette fois on est revenu jusqu'à la coque afin de remettre également du primaire, hein. Donc là vous voyez que j'ai laissé un petit peu les amarres assez lâches, hein, il n'y a pas beaucoup de vent, donc j'en profite, je libère Saori, je la laisse un petit peu se balader sur l'eau. Ça fait tellement longtemps, vous vous rendez pas compte, ça fait plusieurs mois maintenant que j'étais à sec avec toutes les contraintes qui vont avec, hein, c'est-à-dire au niveau de... Le bateau n'était plus branché comme il l'était de base. Le bateau en soi n'était pas branché. J'avais une rallonge pour avoir une multiprise à l'intérieur, mais le bateau n'était pas branché, donc je n'avais pas les lumières, etc. J'économisais l'électricité pour que je puisse avoir l'autonomie pour repartir, etc. Donc du coup, je vais m'asseoir. Donc du coup, imaginez pour les toilettes, les choses comme ça, on touche plus l'eau, donc tout ce qui a un raccord avec l'eau, pour la vaisselle, toutes ces choses-là, ça devenait assez trivial, assez compliqué. Et puis le fait d'être à terre, tout simplement, j'avais une vue magnifique qui me faisait oublier tout ça, avec le bruit des vagues qui va beaucoup me manquer, qui a été vraiment aussi très agréable pour moi, pour me faire passer la pilule, comme on dit. Et là, le fait de flotter à nouveau, il y a vraiment... mais rien que sur le catway, il y a vraiment une sensation d'apaisement qui est quand même assez exceptionnelle. Je pense que c'est peut-être la première chose qu'on ne ressent pas forcément quand on n'a pas l'habitude, mais c'est peut-être la première chose qu'on ressent sur un bateau, c'est forcément cette sensation de flotter. Et avec tout ce qui va avec, hein, avec le mal de mer quand la mer est formée, mais aussi avec cette sensation de plénitude quand justement l'eau est calme et que le bateau flotte légèrement, un petit peu comme dans un hamac. Vous voyez, vous avez vraiment ce petit moment de... Il n'y a pas la dureté, la fermeté de la terre et du sol, ce côté immuable, ce côté fixe où rien ne bouge. Dans le bateau, je pouvais laisser les choses en équilibre et me coucher, je savais que le lendemain ça allait pas se retrouver par terre. Là ça y est, on reprend ce côté un petit peu de marcher un petit peu sur un nuage comme ça, qui fait que ben voilà, il va falloir refaire attention à bien matosser ces choses là, etc. Donc voilà, écoutez, un réel plaisir pour moi de revenir sur l'eau, tout simplement, de voir Saori flotter. Et puis voilà, je vais faire peut-être un bref récapitulatif des travaux, même si bon, vous avez quand même toutes les vidéos précédentes, donc je vais pas faire quelque chose de redondant, mais en tout cas quand même pour faire un bref récap, j'ai mis le bateau à sec pour pouvoir faire les œuvres mortes et les œuvres vives, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison et tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de flottaison. D'accord, la ligne de flottaison que vous voyez se dessiner 10-15 cm en dessous de la barre bleue, là, la bande bleue. Donc vraiment là où... Ah, ça y est, j'ai déjà des poissons qui viennent squatter sous le bateau, ça fait plaisir de les revoir aussi. Et donc voilà, j'ai fait donc tout le polish supérieur, hein, donc ce qui a permis de rendre la coque bien miroitante. Alors, tout le temps, mais là normalement vous voyez, on voit carrément l'eau se refléter, ce qui est loin d'être moche, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu
usé de mes forces pour en arriver à un tel résultat. Voilà, c'est toujours très agréable. Et puis après, les œuvres vives, donc tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de flottaison. J'ai donc fait le primaire époxy, l'anti-fouling, mais également le joint de quille, également l'hélice, également changer les anodes, également traiter la quille aussi. Ça a été quelque chose d'important pour moi. Donc je pense vous l'avoir montré avec du Rustol, un produit vieux comme le monde, assez simple, qui permet juste de traiter la rouille, hein, tout simplement. Ça m'a permis, même là aujourd'hui, avant de remettre le bateau à l'eau, sous la quille, les endroits qui étaient posés sur la cale en bois, j'ai eu le temps de vite poncer, mettre un petit coup de Rustol, attendre que ça sèche, le faire partir. Du coup la rouille était déjà un petit peu partie. On commençait à voir la quille à nu. Donc un très bon signe pour moi, afin de traiter, pour pas que ça se propage et que ça continue à s'épaissir, hein, parce qu'on sait très bien que la rouille, c'est je crois 3 fois ou plus le volume de base. Donc du coup ça rend poreux, si vous voulez, la quille, et c'est pas le résultat souhaité. Donc une bonne chose aussi d'avoir traité cette quille. C'était pas grand chose, hein, c'était vraiment en surface, il n'y avait pas vraiment de bulles ou quoi que ce soit. Tout ça, ça avait été déjà traité l'année dernière. Donc c'était vraiment en surface. Donc un bon coup de ponçage, un bon coup de Rustol, reponcé par derrière, du Rustol pour certaines fois, etc. Donc assez intéressant pour avoir aussi la quille bien traitée. Je sais que le joint de quille et que la quille est traitée, donc ça c'est encore un plus. Voilà, un petit plus. Et puis par la suite, on a fait les inox. Je compte faire le tech aussi dans le futur proche, si la météo me le permet, parce qu'il faut 3 jours de temps sec avant de commencer à étaler le produit. Donc du coup en cette période c'est assez rare d'avoir 3 jours d'affilée de temps sec, malheureusement. Et donc voilà, une bonne chose de faite. Après au niveau là où je voulais en venir, je pense surtout ça va être au niveau peut-être des coûts. Et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on va commencer par le côté financier forcément. Le côté financier, qu'est-ce que je peux vous raconter du côté financier? Tout simplement, déjà dans un premier temps, j'ai eu une bonne intuition. Ça a été de profiter d'un mois d'été, un mois d'août en particulier, hein, même mi-juillet j'étais déjà sorti. Et donc du coup, pendant le mois d'août, vous savez très bien que c'est la période la plus chère, juillet-août. C'est pas très long, c'est 2 mois, mais c'est très cher, ça triple, voire quadruple par rapport à certains prix durant l'hiver ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est une période quand même qui est assez coûteuse. Et c'est vrai qu'on parle d'hivernage pour ce que je viens de faire, parce que c'est vrai que souvent on le fait l'hiver afin d'avoir la belle saison pour nous, et de pouvoir naviguer durant tout l'été, hein, donc on appelle ça l'hivernage. Moi j'ai fait un estivage, ce qui m'a permis du coup de tous les sous que je n'ai pas mis dans le port, dans la place de port pendant une période assez chère, ça m'a permis de les mettre dans l'entretien du bateau, en particulier la peinture, etc. Donc ça m'a permis vraiment d'économiser là-dessus. Je pense que je le referai à chaque fois tellement c'est intéressant. En plus de ça, juillet-août, c'est pas forcément la meilleure période pour naviguer, parce que c'est très... Il y a beaucoup de bateaux sur l'eau, etc. Donc c'est pas forcément le meilleur moment, hein. Il y a beaucoup de monde au port, etc. Ça fait beaucoup de bruit, etc. Je vous passe beaucoup de détails. Mais c'est vrai que juillet-août, c'est une période assez chargée pour la navigation, la plaisance, et du coup, on voit de tout pendant cette période. Donc du coup, moi j'étais plus content d'être à sec, avec un bateau que j'entretenais, au lieu que je se fasse rentrer dedans dans le port tous les jours, quoi. Donc du coup, ça a été pour moi un vrai gain économique, enfin un vrai gain économique, je sais pas si c'est très scientifique comme terme, mais en tout cas ça a été vraiment une vraie de vraies économies pour moi par rapport à cela. Donc pareil, je vous le conseille. En plus de ça, c'est la bonne saison. En plus de ça, en août, ici en particulier, et même d'une manière générale, c'est très anticyclonique.
Donc du coup, il y a très peu de vent, c'est pétole tout le temps. Donc pas très intéressant à la navigation non plus. Et en plus de ça, très intéressant pour le carénage. C'est-à-dire que vous avez peu de vent, juste ce qu'il faut pour sécher un petit peu la petite brise marine, mais rien de plus. Sauf bien sûr quand la météo a envie de changer. Mais d'une manière générale, le temps est assez stable, peu variable et assez ensoleillé. Donc c'est très bien pour tout ce qui est déjà le confort, même s'il peut même faire chaud, mais au moins il fait pas froid, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de pluie. Ce qui est assez contraignant, ce qui arrive très souvent en hiver. Moi j'ai fait l'hivernage au Glénan, je me rappellerai toujours la tramontagne qui soufflait à 100 km/h, avec un vent ressenti, des températures ressenties qui descendaient en dessous du zéro. C'était horrible, mais on avait une bonne équipe chaleureuse et du coup ça permettait d'oublier ça. En tout cas là, c'est vrai que c'est un vrai plus de travailler tranquillement avec juste la Tivex, avec juste une protection pour pas se pourrir, et c'est tout. Et puis vraiment être à l'aise par rapport à ça. Pareil, bien voir ce qu'on fait et tout. Donc ça, c'était vraiment un gros plus également par rapport au choix de la période. Après, au niveau de l'équipement, bon, l'équipement classique, vous avez des rouleaux, je vous ai déjà débrief, etc. Les rouleaux, lesquels prendre. Vous avez également les gants, les protections, les masques, etc. Ça coûte assez cher. Si vous êtes un petit peu organisé, je pense, voire même pas forcément, puisque ça arrive assez vite, peut-être le commander sur internet. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus écologique, mais en tout cas ça peut permettre d'avoir du bon matos à pas trop cher. J'ai remarqué quand même que dans les grandes surfaces, style Brico, etc., c'est cher et c'est de très mauvaise qualité. Donc du coup, évitez ces choses-là, que ce soit les rouleaux, qui plus est les disques à poncer. Les disques à poncer, c'est une vraie arnaque, et en plus de ça, vous pouvez avoir une vraie différence. Un disque peut être 4 à 10 fois plus efficace qu'un de mauvaise qualité, quoi, que vous pouvez même des fois payer cher. Donc du coup, très important, au niveau du tarif, ne pas lésigner dans l'outillage. Voilà, moi j'ai aussi commandé une polish et une ponceuse Makita, donc qui m'ont servi à ravir, etc. Une marque que je connaissais déjà parce que j'avais déjà travaillé avec elle au Glénan. Et du coup, voilà, quand vous avez du matos fiable, vous ne galérez pas. Quand vous avez du matos moyen, comme justement moi mes rouleaux, parce que je les avais achetés justement dans un grand shop, là déjà vous commencez à avoir des problèmes, etc. Et ça peut être très bête, et ça peut très vite être contraignant, vous faire perdre beaucoup de temps, etc. Vous faire revenir en arrière, faire du travail en plus, etc. Donc du coup, il faut vraiment ne pas lésigner sur acheter du bon matériel au niveau outillage et qualité de peinture, etc. Après, justement, pour la peinture, c'est le gros de la facture. C'est le gros de la facture parce que selon le nombre de couches que vous voulez faire, selon ce que vous voulez faire, etc. Moi, j'avais 2 couches d'époxy et 2 couches d'anti-fouling. Voilà. Ça faisait 5 litres et 5 litres, si je dis pas de bêtises. Et au final, j'en aurais pas eu de trop d'en avoir 6, quoi, ou 7, histoire de repasser encore une autre couche. Mais c'est vrai que après, voilà, là je vous en ai déjà parlé, c'est une matrice dure, c'est un anti-fouling entre guillemets définitif sur lequel je vais pouvoir poncer et réappliquer d'autres anti-fouling par la suite. Donc on verra ce que ça donne évidemment, mais pour l'instant c'est le cas, c'est le but. Donc c'est vrai que j'y suis allé aussi volontiers, en mettant bien 2 couches de chaque peinture. Voilà, donc là selon voilà, vous regardez un peu sur internet, etc., mais ça peut chiffrer très vite. Après, par rapport au type d'anti-fouling et aux gammes surtout d'anti-fouling, moi j'ai pas mal réfléchi à ça. Au final, j'ai pas eu trop de réponses, et puis au final, la réponse qu'on voit souvent, c'est qu'un anti-fouling, c'est un anti-fouling, et qu'au final, il y a beaucoup de marketing derrière, ce qui n'est pas faux,
Et au final, de toute façon, on l'enlève chaque année. Donc du coup, à quoi bon mettre un anti-fouling hors de prix si derrière c'est pour l'enlever quoi qu'il arrive, puisque même les anti-fouling hors de prix ont la même durée de vie que les anti-fouling pas chers. Voilà. Donc moi j'ai pris un milieu de gamme. On verra bien ce que ça donne par la suite. Ça me fera un retour d'expérience. Par la suite, bon, le Sika, le Rustol, l'acétone, la pâte à polish, etc. Il y a pas mal de trucs qui se rajoutent comme ça petit à petit, donc il faut y penser aussi. Un petit peu des sous de côté aussi pour justement les produits. C'est très simple de se faire déjà son budget. Mais en tout cas, voilà, il faut l'inclure, il faut pas oublier, vous pouvez avoir besoin de produits comme ça qui ont à chaque fois leur petit prix. Hein. C'est toujours 20-30 € le pot, ou des fois un peu moins, ça dépend ce que vous achetez. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut penser à ça. Et par la suite, voilà, maintenant... bon, pareil, le produit pour les inox et un pinceau, ça c'est rien. Vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment, au final, peu coûteuses. J'en reviens au fait que le gros du budget, c'est l'anti-fouling, c'est la peinture, c'est le primaire époxy, c'est le nombre de couches que vous voulez mettre, c'est la surface du bateau, c'est la taille du bateau. Donc du coup, c'est ça qui va vraiment jouer sur le budget général. Maintenant, si vous faites faire ça par quelqu'un d'autre, qui plus est un chantier, ça revient forcément beaucoup plus cher, puisque bon, alors j'ai pas les tarifs exactement pour mon bateau dans d'autres chantiers, etc., mais que ce soit pour un polish et que ce soit pour un anti-fouling, vous pouvez avoir un chiffre un nombre à 4 chiffres assez rapidement. Donc du coup, vous imaginez bien que très vite ça monte, et c'est du travail que vous pouvez faire vous-même. Maintenant, vous avez vu à peu près sur les vidéos que c'est quand même accessible à tout le monde. Il faut quand même un peu avoir... Je pense pas qu'il faille avoir la fibre ou avoir le truc de mécano ou de quelqu'un qui aime bien faire du travail manuel. Je pense pas, vraiment, puisque moi de base j'en étais pas forcément un naturellement. C'était pas inné chez moi. Mais du coup j'ai appris à faire, etc. Et sincèrement, je pense que déjà avec mes vidéos, avec la GoPro qui filme de près la polish, qui filme de près la ponceuse en expliquant le geste, je pense déjà vous pouvez faire vos armes, et de toute façon vous risquez non plus pas grand chose. Voilà, essayez de poncer avec un grain assez fin pour pas non plus attaquer trop, mais sinon à part ça, vous n'avez pas non plus de grands risques. Voilà, donc entraînez-vous, faites-le, hein, et puis vous verrez bien qu'à chaque fois, chaque année, ça s'améliorera. Un gros plus également de le faire, c'est que vous savez ce que vous avez fait, d'une, et de deux, vous savez ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est aussi assez important, puisque les chantiers n'ont pas toute une intégrité parfaite, et l'anti-fouling, c'est vraiment très facilement un cache-misère, hein. C'est comme si on mettait du papier peint dans une maison alors qu'il y a des coulures et des inondations de partout. J'ai plus le mot. Mais en tout cas, ça se cache très vite. Voilà, l'anti-fouling c'est pareil, ça masque très vite, c'est assez épais, etc. Donc même les défauts, etc. d'épaisseur, ça va très vite les combler et tout. Donc on voit toujours le bateau nickel quoi qu'il arrive, hein. Moi j'ai vu des bateaux qui étaient carénés en 24 heures, donc un carénage assez léger. Et enfin 24 heures en une journée, en quelques heures, et ce qui est faisable, surtout quand vous ne devez pas aller jusqu'à la coque comme moi. Mais du coup, quoi qu'il arrive, le résultat est quasiment identique à celui que vous voyez actuellement. Mais par contre, en dessous, c'est pas pareil. Donc en dessous, c'est bien de savoir, c'est bien de vérifier vous-même les joints, vérifier. Ça vous permet de passer des heures en dessous du speedo, en dessous de l'hélice, en dessous de... Et du coup, quoi qu'il arrive, vous avez eu un œil attentif à chaque détail
que ce soit la quille, etc. Si vous voyez une micro-fissure, un départ de quoi que ce soit, etc., une tache particulière qui fait une coulure de quoi que ce soit, vous pouvez comprendre d'où ça vient, etc. Alors que sinon, le chantier, lui, il va tout nettoyer, il va tout faire nickel, et puis après, vous allez avoir les mêmes problèmes. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un bon visuel et une vraie connaissance de justement ce qu'il y a exactement sous la peinture, l'état vraiment, l'état de la quille, l'état de la coque, etc. Donc une bonne chose à faire. En plus de ça, ça vous permet toujours de prendre de l'expérience, de connaître mieux votre bateau, de le choyer, etc. Et qui plus est, d'en apprendre plus. Hein, on en apprend toujours plus à chaque fois. Par la suite, de quoi je peux vous parler? Je vous ai parlé un petit peu du côté économique. Je vous ai parlé du fait de j'aimerais bien insister sur le fait de le faire soi-même, etc. Vous voyez que c'est pas bien sorcier non plus, et que quoi qu'il arrive, après il y a l'expérience et on fera toujours de mieux en mieux. Moi-même, j'ai fait mieux que la dernière fois, mais je ferai encore mieux la prochaine fois. Donc c'est toujours aussi un véritable plaisir, c'est un vrai gain économique, une fois de plus. Ah voilà, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est les efforts qu'il faut investir pour arriver à un tel résultat. Parce que les chantiers, ils le font vite et bien, ou pas, mais en tout cas ils le font rapidement et ils sont efficaces. Là-dessus, c'est sûr que forcément, moi étant en plus de ça très méticuleux, ou perfectionniste, ou enfin un petit peu en tout cas, beaucoup avec Saori qui plus est. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, etc. J'ai mis beaucoup de temps à poncer. Ça a été très pesant mentalement, physiquement. Comme je vous avais dit, comme je vous ai dit au début, les conditions forcément à l'intérieur du bateau n'étaient pas les meilleures. J'avais pas accès à l'eau, j'avais pas trop accès à l'électricité non plus. Le bateau était en chantier total, donc du coup je dormais même plus dans un lit, etc. pour pas pourrir le bateau. Donc du coup assez compliqué. En plus de ça, bon après ça dépend, ça c'était vraiment moi en particulier, puisque moi en plus de travailler sur le bateau la journée, je dormais dedans la nuit, hein, toujours. Donc du coup forcément, si vous rentrez chez vous et que vous prenez une bonne douche, déjà c'est plus facile. Après par la suite, par la suite, voilà, beaucoup d'efforts. Il faut savoir que j'ai poncé 3 voire 4 fois toute la surface du bateau en dessous, hein, toutes les œuvres vives. Donc du coup, ça fait, on va dire, à peu près 80, peut-être 100 mètres carrés avec la quille à chaque fois de poncer. Donc 100 mètres carrés de poncer. Je peux vous dire que ça fait les bras, hein. Ça fait les bras, il n'y a pas besoin d'aller à la salle de muscu, juste besoin de s'occuper de son bateau, ça suffit largement. Et après, par la suite, la polish, là c'était aussi délicat pour moi parce que j'étais sur une échelle, avec, en équilibre, avec une polish qui pesait 4,5 kg dans les mains, etc., etc. Donc pareil, là aussi ça a été assez physique. Voilà, il y a vraiment un côté physique. Maintenant, c'est parce que j'ai mis des mois à le faire et que j'y suis allé à plusieurs reprises. Maintenant, si vous le faites rapidement, hein, comme je l'ai vu faire, en 48 heures, en quelques heures, en même quelques jours, forcément, vous y allez moins en détail et forcément, vous allez moins vous fatiguer. Voilà. Tout dépend vraiment un peu l'ampleur du carénage. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, forcément, il va y avoir beaucoup de travail. Maintenant, si ça fait juste un an que vous l'avez sorti de l'eau, forcément, là, un bon coup de Karcher, un petit coup de ponceuse et un coup d'anti-fouling, ce dont on rêve tous, ce dont je rêve pour l'année prochaine. On verra bien si ce sera le cas, mais en tout cas, ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Donc voilà, il y a ce côté vraiment physique, et puis après le physique forcément joue sur le mental. Donc moi le mental était assez fort, puisque j'ai beaucoup d'affect pour Saori, pour le bateau, et du coup j'avais vraiment envie de m'en occuper moi, seul, sans forcément en faire
en faire tout un plat, mais c'est vrai que j'avais envie d'être surtout en autonomie en fait. C'est pas le fait d'être seul et de me dire ça y est, je l'ai fait. C'est vraiment le fait de me dire je sais faire tout seul le carénage. Voilà, je n'ai pas eu besoin de demander de l'aide, je n'ai pas eu besoin de faire appel à des professionnels pour certains trucs, etc. J'ai été demander plein de conseils, que ce soit un magasin d'accastillage ici qui est très sympa et rempli de bons conseils, que ce soit sur les notices et que ce soit même directement en appelant les fabricants de telle peinture, de tel même Sika, je les ai appelés, etc. pour vraiment avoir le plus de détails possible, avoir des informations sûres. Je vous déconseille de regarder un peu trop à droite à gauche sur internet parce que on a de tout dans la voile, dans la navigation. On entend beaucoup de sons de cloche différents, même et aussi en particulier dans les réparations, etc. Donc pourquoi ne pas voir directement avec les représentants des marques qui eux vendent, bon forcément ils sont aussi vendeurs, donc ils ont aussi une argumentation qui est aussi forcément un petit peu biaisée, mais qui est quand même fiable, puisque eux ils jouent leur place entre guillemets. Ils peuvent pas non plus vous dire n'importe quoi, ils sont obligés, dû au fait qu'ils font partie de la boîte, de vous dire des informations qui peuvent pas se retourner contre eux. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas de bonnes informations, quoi, des informations on peut pas vraiment avoir mieux que ça, puisque ça vient directement de la source. Voilà, donc accrochez-vous bien, bon courage. Franchement, c'est un vrai plaisir. Là aujourd'hui, j'ai le grand sourire. Il y a eu des jours où ça a été plus dur. En plus de ça, sur la fin, ça a été de plus en plus dur parce qu'après la pluie s'en est mêlée, et que j'ai eu presque un mois de pluie, alors qu'à une semaine près, j'aurais pu finir et remettre le bateau à l'eau. Mais pareil, une autre chose qui va être très importante, le temps. Le temps en navigation, c'est tout. Je pense que vraiment, je finirai là-dessus. J'essaie de prendre le maximum de pincettes, etc. Je sais pas trop comment amener ça. Mais c'est vrai que le temps en navigation, c'est primordial. C'est votre sécurité, c'est la qualité de votre travail, c'est tout. Et un bateau, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est pas comme une maison où à partir du moment où vous avez fait le sol et nettoyé le frigo et fait la poussière sur les meubles, c'est fini. Là, chaque centimètre carré, au-dessus, en dessous, en haut du mât, sous la quille, dans le moteur, tout, il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas entretenu. Voilà, ça il faut vraiment le prendre en compte. Ça a l'air petit comme ça, mais c'est très long, très compliqué. En plus de ça, voilà, ça flotte, il faut brancher les tuyaux, etc. C'est pas comme si vous ouvrez un robinet, ça y est, c'est comme à la maison. Donc du coup, nettoyer, tout ça, entretenir, c'est compliqué. Vous travaillez au-dessus de l'eau, donc si vous faites tomber des outils, vous perdez les outils. Donc c'est aussi important de... Voilà, tout ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte, et ça vous demande beaucoup de patience. Voilà, ça vous demande d'être méticuleux, ça vous demande de prendre votre temps, etc. Sinon, si vous vous pressez, bah, le tournevis il tombera dans l'eau, vous allez le perdre, et ça sera une journée enfin pas de foutu, mais en tout cas voilà, ça aidera pas à avancer et à faire du bon travail. Donc c'est pour cela que le temps est vraiment le principal, votre principal outil. J'ai bien vu moi la différence justement avec d'autres carénages qui étaient faits à côté et qui étaient faits assez rapidement. Ça joue vraiment, ça peut même jouer sur la sécurité, hein, vraiment. C'est vraiment des choses, pas forcément pour passer un coup d'anti-fouling, mais vraiment l'entretien général, le détail. Là je parle vraiment d'une façon générale en fait, je parle pas vraiment juste pour le carénage, mais d'une façon générale, l'entretien, c'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup d'attention. Rien ne doit être mis de côté. Et ça fait partie de la première sécurité avant de partir en mer. Et c'est pour ça que c'est là où je voulais en venir sur le sujet. Des personnes qui ont peu de temps à consacrer à la voile et qui considèrent ça comme un hobby parmi tant d'autres, ce qui est pas du tout critiquable, attention. Enfin, moi je suis pas là à critiquer cela, au contraire, juste pour me mettre en garde un petit peu ces gens-là, ou en général tout le monde.
on peut pas... Voilà, partant du principe que on dit en France que les bateaux naviguent en moyenne 1 jour par an, en moyenne 1 jour par an, ce qui est une moyenne assez dingue, des statistiques assez dingues. Quelle est la véracité de cette statistique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le cas. Et puis quoi qu'il arrive, on le voit très bien que les bateaux ne bougent pas, ne bougent jamais. Donc du coup c'est des gens qui vont avoir peu de temps pour s'occuper du bateau, de naviguer surtout. Ils ont déjà pas beaucoup de temps pour naviguer. C'est des occasions assez rares, assez précieuses pour eux. Ils y investissent beaucoup. Et c'est vraiment noble de vraiment tout faire et mettre quand même du temps de côté, etc. pour arriver à prendre du temps en mer, à naviguer, à partager un peu cette passion. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas venir sur un bateau qui a pas navigué depuis 6 mois, mettre les clés dans le contact et partir, quoi. C'est pas comme une voiture. Déjà, une voiture, si vous êtes consciencieux, moi, ça m'a appris même ça m'a fait prendre conscience que voilà, les niveaux d'huile, les pneus, etc. Ces choses-là, bon, c'est des choses bêtes. Il n'y en a pas beaucoup sur une voiture. Mais bon, voilà, un grand trajet, des choses-là, c'est important de regarder. C'est la sécurité des personnes avec qui vous êtes à bord. En voilier, il y en a beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut vous rentrer dans le bateau, il faut commencer à tout sortir. C'est pas vous arrivez, vous posez vos affaires, et puis c'est bon, on ouvre une bouteille. Et puis après, on va se coucher. Et demain, on part tranquillou, on réfléchira après, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que je veux beaucoup insister là-dessus, sur le temps. Vous rentrez dans un bateau qui n'a pas navigué depuis plusieurs mois, il faut tout sortir, il faut aller ouvrir les fonds de cale, etc., nettoyer, vérifier tous les passe-coques, etc., vérifier l'électricité, vérifier si, etc., vérifier tous les passages des drisses, et tout. Et j'en passe, hein, les préparations de navette, je vous en ai déjà fait, des checks de bateau. En tout cas, tout ça, ça doit être fait impérativement avant de commencer à ouvrir la bouteille, avant de commencer à prendre plaisir et à profiter des plaisirs d'être sur la mer. Voilà. Ces plaisirs-là, ça se mérite. Et pour pouvoir vraiment pleinement jouir pleinement de tout ça, il faut avoir l'esprit tranquille. Alors pour avoir l'esprit tranquille, soit vous niez tout ça en bloc et advienne que pourra, ce qui vous donne l'esprit tranquille à vous, mais inconsciemment, techniquement, les autres ne devraient pas être tranquilles, en fait, puisque s'ils le savaient, ils ne seraient pas tranquilles. Maintenant, un capitaine qui a checké tout son bateau, qui est à l'aise, qui est prêt à partir, quoi qu'il arrive, parce que son bateau, il est check, etc., rien que pour l'équipage, c'est un vrai gain de sécurité, un vrai gain de confiance également. Dans le skipper, mais également dans le bateau. Il faut que les équipiers aient confiance dans le bateau, c'est aussi important. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui prennent du temps à expliquer, mais aussi à entretenir, aussi à vérifier, aussi il faut vraiment beaucoup d'investissement là-dessus. Donc voilà, maintenant déjà pour préparer une navigation ça prend du temps. Maintenant si vous faites votre entretien vous-même, ça prend aussi beaucoup de temps parce que vous êtes moins efficace que des professionnels. Forcément vous êtes plus méticuleux et du coup ça prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà, il y a le temps, il y a l'effort physique un petit peu aussi, même si vous pouvez étaler ça comme vous voulez, mais forcément si vous faites en plus des grosses journées parce que vous n'avez pas beaucoup de temps et donc du coup vous voulez faire ça en un week-end, là c'est la meilleure chose pour vous faire mal, pour faire les choses mal, parce que vous allez être pressé, vous allez forcément être moins attentif sur les détails, et en plus de ça vous pouvez vous faire mal parce que je peux vous dire que passer 8 heures à poncer, vous le faites la première journée, vous le faites pas la deuxième, quoi, parce que sinon vous tiendrez pas, quoi, tout simplement. Donc mieux étaler, être plus raisonné dans son planning et ainsi comme ça vraiment sur la durée arriver à faire un bon résultat. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été vraiment content. Ça vraiment là je remets le bateau à l'eau, j'ai aucun souci. Je me dis pas ah là mais si ça, mais la peinture est peut-être pas sèche à cet endroit là, mais le truc, le sika, le ci, le ça. J'ai aucun questionnement, je suis la tête vide.
de soucis. Et ça, c'est un luxe, un vrai luxe. Et ça, eh ben, ça a un prix, c'est du temps et des efforts physiques. Et finalement, pas tant d'argent que ça. Vous voyez qu'à côté de ça, l'investissement personnel y est beaucoup plus que l'investissement financier, qui là, au contraire, je pense que vous faites plutôt des économies, qui plus est si vous sortez en été. Voilà, sauf si vous avez une place à l'année, évidemment, pour vous, ça ne change rien. Voilà, donc écoutez, je pense que sur ces belles paroles, voilà, c'était important pour moi de débrief. J'espère avoir fait le tour des questionnements que vous auriez pu avoir sur justement l'entretien et ce que ça m'a pris. Donc voilà, un petit peu d'effort, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup de... mentalement aussi, parce que quand ça commence à durer, ça devient compliqué. Hein, quand forcément vous faites face à des problèmes, vous faites face à des situations où vous devez trouver des solutions, être smart, être intelligent, arriver à trouver la bonne solution, le bon compromis, etc. Donc voilà, moi je fais peu de place, justement, là c'était vraiment fait avec le plus d'attention possible. Donc vraiment, j'ai laissé aucun détail de côté. Et là, je suis vraiment content de moi. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, bah maintenant, il reste plus qu'à mettre ce Genoa. Hein, et puis c'est parti. Hein, on va repartir. J'ai hâte. Là, en plus de ça, regardez, bon, c'est pas aujourd'hui qu'on partira, même si c'est la pleine mer. Mais j'ai des checks à faire avant, vous voyez, encore on y revient, il faut que je check mon speedo parce que je l'avais nettoyé, je l'ai enlevé, donc il faut que je check, voir si ça fuit, etc. Il faut que je recheck mon joint tournant, que j'ai justement pressé quand j'ai mis le bateau à l'eau, etc. Nickel, donc je reviens encore là-dessus rapidement, très rapidement. Quand vous appuyez dessus, vu qu'il y a de l'air à l'intérieur, vu que l'eau a séché, etc., c'est évaporé, et qu'il y a quand même l'eau qui essaye de rentrer parce que le bateau est posé sur l'eau. Donc forcément, quand vous faites cet ovale avec ce joint en caoutchouc cylindrique, à ce moment-là, du coup, l'eau va rentrer et du coup, vous allez entendre en premier lieu l'air qui se fait chasser par l'eau. Donc c'est un très bon moyen de voir justement si vous entendez de l'air chasser par l'eau, c'est pas bon du tout. C'est que si vous aviez démarré le moteur ainsi, vous auriez eu le caoutchouc qui allait se patiner et se fondre sur l'arbre d'hélice. Donc c'est pour ça que vous appuyez dessus, là vous allez entendre l'air qui fuit, qui se fait chasser, et par la suite des petites bulles qui arrivent, des petites bulles, et à la fin carrément de l'eau. Voilà, et à la fin vous sentez de l'eau qui coule sur vos doigts et également vous entendez plus d'air qui se fait chasser et ça veut dire que vous pouvez enfin démarrer le moteur. Voilà, toutes ces choses là, c'est encore du temps, c'est encore de l'attention. Je reviens beaucoup là-dessus, je vous invite. Ce n'est pas impossible non plus d'avoir une vie de famille, un bateau, un travail à plein temps, etc. C'est pas impossible, mais ça vous demandera beaucoup d'investissement et ça vous demandera de mettre beaucoup de temps de côté. Et finalement, sur tout le temps que vous allez avoir à consacrer au bateau, il n'y aura pas tant de temps de navigation que ça, si vous voulez faire les choses correctement. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Et j'imagine que ce sera sur l'eau. Voilà. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.